Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Renaud Hetz, cofondateur et directeur technique de Exotech. Vous connaissez peut-être pas ce nom. On peut le dire, vous êtes un peu derrière le secret de la livraison en 24 heures. Puisque vous conceptualisez des robots en forme de petites voitures télécommandées capables d'aller chercher des colis dans des entrepôts à plus de 12 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment en 3D, en un clin d'œil. En termes de vitesse de pointe, on est sur quoi à peu près ? On est 4 mètres par seconde, donc ça fait un peu moins de 20 km/h. Un jogging bien réveillé, quoi. C'est une technologie de pointe qui, pour vous donner un ordre d'idée, est, on peut le dire sans sourciller, supérieure à la plupart des trucs qui existent, notamment ce qu'il y a chez Amazon. C'est quand même pareil, il faut le dire. Peut-être que toi, dans votre humilité, vous ne le direz pas, mais nous, on le dit. C'est complètement fou. On rentrera dans le détail technique de pourquoi, justement, Amazon n'a pas ce genre d'outils. Et vous, boîte française, vous êtes en mesure de le faire. Est-ce que déjà, pour nous remettre dans le contexte, tu peux nous expliquer, avec tes mots, ce que fait Exotech? C'est quoi vos solutions? On va travailler pour les entrepôts logistiques de grands clients. Ça va donc servir à la fin à préparer des commandes qui vont arriver alors à plusieurs endroits. On va faire par exemple pour réapprovisionner des magasins. On travaille pour les magasins Uniqlo, on travaille pour Decathlon par exemple. Ça peut être pour du e-commerce, donc pour vous livrer chez vous. Notre premier client c'était Cdiscount par exemple. Ça peut être dans de la pharmacie, pour approvisionner des pharmacies. Ça peut être dans de l'alimentaire, on travaille pour Carrefour, on travaille pour Leclerc. Donc on va avoir dans les entrepôts de nos clients des flottes de robots. Donc typiquement, un petit entrepôt c'est 20, un gros entrepôt ça peut être 400 robots qui vont manipuler les cartons. Ah ouais, 400 robots. Ça peut être 400 robots, les plus gros qu'on ait fait ça doit être 450 et c'est au Japon pour Uniqlo justement. Et donc on manipule ces cartons, on les amène dans le bon ordre pour ensuite prendre les articles, préparer les commandes et avoir ces commandes qui puissent être fabriquées, je dirais, qui puissent être conçues sans se tromper, en allant vite et sans prendre trop de place. Je pense que ce sera un peu les grands axes qui font que les logisticiens s'équipent avec ce genre de système. Tu dis c'est un truc qui est éprouvé. Vos premiers clients, vous les avez installés quand? Donc nous on a commencé tout fin 2015, donc on est 2 cofondateurs avec Romain, mon cofondateur. On a vendu le premier système quelques mois après, en 2016, à Cdiscount. Et là, quand on l'a vendu, on avait vraiment juste un PowerPoint, un concept, quoi. Et on voulait voir combien ça résonnerait. Et ça a bien résonné avec Cdiscount qui a dit c'est de ça dont on a besoin parce que à la fois c'est puissant, mais en même temps c'est flexible. Et ça, on pourra en reparler, mais c'est le gros avantage des robots par rapport à la mécanisation à l'ancienne, c'est que des robots, on en met plus, on en met moins, on peut changer par software les trajectoires, les fonctions au-dessus des robots. Donc c'est vraiment quelque chose de très flexible. Donc ils ont dit ça nous permettra de nous accompagner parce qu'à Cdiscount on n'a pas un business plan facile avec plus X% par an, on ne sait pas. Donc il faut une technologie qui nous accompagne. Ah oui, parce que ça paraît évident quand tu le dis, mais l'alternative au robot pour faire de l'automatisation, alors il y en a deux. La première c'est pousser des caddies. Ouais. Donc il y a des gens qui partent avec des papiers, qui poussent des caddies. C'est flexible, oui, mais par contre c'est extrêmement lent. Il y aura des problèmes de qualité et il y a des gros problèmes de juste fidéliser les gens qui font ça parce que c'est pas des boulots agréables. Il faut marcher 15 km, c'est extrêmement difficile. Donc les gens partent, reviennent. Donc ça fait des gestions de ressources humaines qui sont quasi impossibles. L'autre alternative, si on veut un peu automatiser, c'est des choses qui sont nées il y a 20-30 ans dans la lignée des chaînes automobiles. Donc c'est des grosses chaînes industrielles où on met une bande, un ascenseur, etc. Donc on va faire des choses qui sont chouettes en termes de performance, mais qui sont complètement statiques. On boulonne, on met des moteurs partout. On utilise, alors je sais pas si c'est des choses qui vous parlent, un PLC, ça vous parle ou pas? Pas du tout. C'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. Oui, si. Programmable Logic Computer, un truc dans ce goût-là, je dis peut-être un truc de faux. Et donc on fait du graph set, donc on fait une étape, une condition, une étape, une condition. Donc on va coder une séquence. Et donc avec ça, à nouveau, on arrive à faire des séquences automatisées mais complètement figées. C'est vraiment l'inverse de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, on donne un problème et le software doit trouver la solution. Là, on doit donner la solution. On écrit exactement la séquence. Et donc ça veut dire que si ma voiture, elle change de forme ou je sais pas quoi, je dois reprogrammer ma chaîne de production. Toutes les options ont été définies avant de lancer la première voiture. Et donc, voilà, on a fait une chaîne qui a un nombre d'options finies et ça bougera pas jusqu'à la fin de la production de cette ligne de voiture. Ce qui n'est pas du tout le cas en logistique où on va lancer du same day delivery, des promotions, peut-être que je veux du cross-canal où j'ai et des magasins et du e-commerce, etc. Ça, c'est des trajectoires qui s'escrivent chaque année. Non mais c'est passionnant de découvrir aussi ce monde qui est quand même spécifique dans l'e-commerce avec un lexique qui est hyper particulier. Et justement, quand on connaît pas, on a souvent une vision de cette industrie de l'extérieur qui a l'air hyper rodée. En fait, enfin moi j'avoue, comme ça je me disais, oui, tout l'e-commerce en fait, tout le truc est ultra robotisé depuis toujours, ou depuis longtemps, et il y a pas grand chose. On optimise de l'optimisation. À la limite, peut-être que naïf que je suis, je me disais bon, les Américains en tout cas ils l'ont fait.
peut-être qu'en français on est un peu en retard et tout, mais en fait c'est pas le cas. Non, c'est vraiment pas encore le cas. Quand on s'est lancé, nous, donc fin 2015, il y avait encore 80% des entrepôts qui sont manuels, où on pousse des caddies, et encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, les mètres carrés, ça coûte pas cher si on se met loin des villes. La main-d'œuvre est pas très chère, donc beaucoup de choses manuelles. Et la façon d'optimiser, c'était plus de, entre guillemets, mettre plus de fouet pour faire courir les humains. Donc ils ont inventé la commande vocale, on met un casque sur la personne qui lui donne en temps réel les consignes. Donc il y a eu une tendance un peu à robotiser l'humain. Et je pense que là, nous, c'est pas ce qu'on a fait, c'est des robots et des humains. On robotise pas l'humain. L'humain, on lui garde les tâches intéressantes, la décision, le choix des stratégies à l'intérieur de l'entrepôt, et le robot fait toute la partie déplacement, mouvement répétitif. Et alors, justement, on va commencer à rentrer dans la technique, parce que vous avez pu observer depuis tout à l'heure des images qui sont, on dirait un film, honnêtement, hein, on dirait pas... Là, tu me dis que c'est un concept. Ouais. Tu sais, on dirait des vidéos concept générées en 3D là. Mais non, ça, c'est actuellement dans plein d'entrepôts et je trouve ça dingue. Ouais. Toi qui y allais, c'est comment? En fait, déjà, ce qui est incroyable, c'est que j'ai cru comprendre que vous pouvez l'installer dans un entrepôt existant. Il faut pas construire un nouvel entrepôt de zéro. Donc déjà, ça, j'imagine que ça convainc pas mal les clients. La plupart du temps, effectivement, c'est des projets où il va y avoir une transition sur un entrepôt qui fonctionne et on veut l'agrandir, on veut rajouter, etc. Donc oui, c'est souvent. Les étagères sont des étagères qui vont être compatibles avec les robots, mais à l'intérieur d'un entrepôt qui existe. Et moi j'ai trouvé que ça allait super vite et que les robots ils se croisaient, mais genre j'avais peur qu'ils se cassent, parce que quand on voit une vidéo où on en voit qu'un, on l'a vu un moment sur la vidéo, parfois on voit des robots au loin qui traversent comme ça la route à n'importe quel robot, et je suis en mode ils sont fous. Parce que donc il y a des croisements. En fait il faut imaginer plein de caisses comme dans un entrepôt qui va très très haut à 12 mètres de hauteur, et après des robots et des allées qui sont j'imagine les mêmes à chaque fois pour que le robot il fasse un peu des mouvements rectilignes, mais aussi parfois il tourne. Et comme sur un parking il peut aller à gauche à droite et tout, et à un moment d'un coup hop il va se lever, il va aller en l'air. Et non mais c'est genre on est incapable de faire ça, hein. Si t'es pas Spider-Man, c'est fini quoi ça. Et après du coup il ramène l'article à des choses un peu plus classiques, pour le coup c'est des tapis roulants, des choses comme ça. Ça va le ramener sur des postes de travail opérateurs, donc il n'y a pas de tapis roulant, ça va rester sur le robot. Et là, on a deux solutions. Sur certaines familles d'articles, ça va être préparé par un opérateur. Et sur d'autres familles d'articles, on pourra en parler, on a un produit qu'on appelle le Sky Picker. Donc là, c'est un bras robotisé avec de la vision qui peut prendre les articles directement. Et donc, on va combiner les deux. Est-ce qu'il y a un gros ordi dans le data center qui coordonne tous les robots? Ou est-ce que c'est chaque robot qui fonctionne de manière indépendante? Ça marche comment? Donc les deux grosses briques technologiques à Exotech, ça va effectivement être le robot, donc le robot au sens son hardware et son software embarqué qui aura quand même une partie d'autonomie, et ce qu'on appelle le fleet management, donc gestionnaire de flotte. Chez nous, il s'appelle Astar. Okay. Et donc la façon dont ça va marcher, c'est qu'un robot va donc apporter un bac à un opérateur. Une fois que l'opérateur aura dit j'ai transféré l'article, le robot va dire what's next à Astar en lui disant quelle est la prochaine mission. Et là, il va recevoir une mission, et donc cette mission, ça va être une trajectoire temporelle. C'est-à-dire qu'on va non seulement lui dire voilà, mais on va lui dire à telle milliseconde, il faut que tu sois à tel endroit. Et là, je te garantis que si tu suis non seulement cette géographie, mais si tu suis bien ta montre, là, tu es collision free, au sens, tu vas t'insérer à l'intérieur du balai. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle un vecteur d'état qui va décrire le robot avec cette dimension temps, et il faut suivre cette trajectoire paramétrée en temps, et du coup, il y a tout qui se passe bien. Et alors, on va rentrer dans le détail de savoir comment c'est possible. J'imagine qu'il y a peut-être des systèmes de correction d'erreurs, des choses comme ça, mais déjà, d'entrée, est-ce que ça arrive des crashs? En production, chez des clients, est-ce que c'est possible qu'il y ait des crashs? Donc, à nouveau, un robot, c'est génial parce que ça se confronte au monde réel. Donc, le jour où j'ai cassé une bouteille d'huile, oui, le robot, il glisse sur la bouteille d'huile, il fait bzzz, et ça fait comme un flipper, et donc il va se prendre un mur. Donc, on est dans le monde réel où il peut y avoir tout plein de choses qui arrivent. On a des entrepôts sur lesquels on est à 0 degré, on a des entrepôts où il y a des articles alimentaires, où il y a des fuites d'eau, etc., etc. Donc, oui, ça peut arriver quand le monde n'est pas conforme au modèle. Moi, je dirais ça en tant que roboticien. Quand le monde est conforme au modèle, les algorithmes savent le gérer, et non, il n'y a pas de crash. Machine. Par contre, dans le monde réel, bah oui, il y a un pourcentage de cas. Donc nous, on travaille justement à ce que les algorithmes sachent détecter un petit peu la même chose que ce qu'on peut avoir sur les ABS, c'est-à-dire ce que je vais appeler mon odométrie. Donc si mes tours de roue sont pas conformes à ma vision, je vais avoir un petit peu comme une sorte de mal de mer d'un humain en disant il y a une décorrélation entre mes différents capteurs, donc warning, donc je ralentis, par exemple. Donc on fait tout pour essayer de comprendre est-ce que le monde est cohérent ou pas, et ralentir si le monde n'est pas cohérent. Mais oui, ça peut encore arriver quand il y a des grosses choses qui arrivent dans l'entrepôt, qu'il y a des crashs. Et du coup, le logiciel qu'il y a à l'intérieur de chaque robot, est-ce que il est là sur ce que tu disais uniquement pour gérer en fait les moments où potentiellement ça va pas?
ou détecter la faille, ou du coup à quoi il sert en fait ce De logiciel? base, il est là pour... intelligent, le petit robot. Donc oui, il y a quand même de la vraie intelligence et des vrais algos à l'intérieur, au sens où il faut être capable de suivre la trajectoire qui a été donnée par en haut. Et pour ça, c'est pas si facile que ça. Si je te donne une trajectoire, tu peux pas juste fermer les yeux et la suivre parce qu'au bout d'un moment, tu vas te décaler, tu vas te prendre un mur. Donc en permanence, il va devoir appréhender la réalité qui est autour de lui pour en déduire où il se trouve. Donc parfois, j'ai la question en se disant, mais il n'y a qu'à mettre un GPS. Un GPS, ça passe pas à l'intérieur, et un GPS, c'est précis à 1, 2, 3, 4 mètres. Là, on veut des entrepôts denses, donc l'allée, elle fait 80 cm pour un robot qui en fait 75. Donc il y a 2 cm et demi de chaque côté. Faut pas compter sur le GPS. C'est pas gros, honnêtement. Voilà. Donc on est sur un robot qui doit comprendre son environnement, et qui, à partir de cet environnement, doit d'abord répondre à la question « Où suis-je ?», et ensuite répondre à la question « Comment aller où je veux ?» Très philosophique. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas un temps nécessaire à... Parce qu'il y a un... Où suis-je? Mais du coup, ça peut le ralentir sur le train qui était prévu par le fleet management. Tout à fait. Donc lui, il a une trajectoire à suivre en temps, et donc on va utiliser des algos qu'on appelle de feed forward. Donc il prévoit toujours à l'avance où il doit être. Il sait que dans son observation, il y a du retard, et quand on compare, parce qu'on fait après globalement de l'asservissement, c'est-à-dire on va comparer l'endroit où on veut être et l'endroit où on est, mais il va le corriger en temps, parce qu'il sait qu'il y a toujours un retard dans sa perception. Ouais. Comment il sait où il est? Donc, Comme capteur. on va faire de la fusion de données et on utilise donc ce qu'on appelle de l'odométrie. Donc, l'odométrie, c'est on compte au niveau des tours de roue. Donc, en fonction des roues, on voit comment ça se déplace. Et on va fusionner ça avec des capteurs de type LiDAR. Donc, des LiDAR, ça va être un télémètre, donc quelque chose qui mesure une distance, qu'on projette sur un miroir qui est tournant. Et donc, comme on projette ça sur un miroir, ça va scanner tout autour. Quand on le voit, c'est un peu comme jouer au puzzle. Ça va dessiner une sorte de pièce de puzzle où là, on verrait ton ventre, le mien, etc. Et ensuite, l'algorithme, il va jouer au puzzle en disant, mais cette pièce-là, où est-ce qu'elle fit par rapport à ma connaissance du modèle? Et l'endroit où elle fit, c'est probablement l'endroit où je me trouve. Et alors, justement, si on regarde dans le détail, on a parlé du fait que tous ces petits robots doivent parler avec une sorte d'ordinateur mère, entre guillemets. Ouais. Comment se fait cette communication? Donc on va être basé sur des techno Wi-Fi, mais qu'on a industrialisé, au sens c'est pas un Wi-Fi où il peut y avoir tout et n'importe quoi. Dedans, on a utilisé des protocoles sur lesquels on est capable de garantir les temps de réponse, puisque les temps de réponse sont importants entre le robot. On l'a vu dans la gestion de trafic. Si un robot, par exemple, est en retard sur sa trajectoire, il faut qu'il puisse prévenir en haut pour qu'on puisse prévenir les robots impactés. Donc on veut des latences. Donc on va dire les sous-jacents sont assez classiques. Par contre, l'utilisation qu'on en a fait est extrêmement sous contrôle. Donc en termes de programmation, je ne sais pas si tu as déjà fait une émission sur le côté temps réel. Quand on programme en temps réel, en gros, on doit tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'éléments perturbateurs ou statistiques. Donc là, ça va être un petit peu le même genre de philosophie qu'on va appliquer. Donc c'est vrai, vous avez modifié le protocole Wi-Fi, en gros. On a utilisé le protocole Wi-Fi, et nous, les couches du dessus, les couches au niveau UDP, au niveau TCP qui sont au-dessus, on les a utilisées de sorte à enlever tout ce qui n'était pas déterministe pour pouvoir garantir la communication. Moi, je voulais parce qu'on a parlé un peu de la théorie technique du hardware, mais maintenant d'un point de vue du logiciel, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche dans un système de ce type-là pour, à partir d'un point A, décider quelle est la route pour aller à un point B, et est-ce que d'une certaine manière, c'est pas un peu ressemblant à un GPS? Alors, c'est intéressant. Donc déjà, la meilleure façon pour tous ceux qui sont intéressés par ce problème-là, c'est de venir à l'Exolégende. À l'Exolégende, nos robots, ils se déplacent dans un labyrinthe, et s'ils savent pas trouver un chemin, ils restent bloqués. Donc on voit les gens qui arrivent à notre hackathon, et souvent au début, ils sont exactement. Donc ils disent, j'essaye au nord jusqu'à ce qu'il y ait un mur. Quand il y a un mur, je tourne à droite. S'il y a toujours un mur, je retourne à droite. Et souvent, on finit par faire des robots qui tournent en rond. Donc il faut aller vers des vrais algos où on fait une vraie modélisation de la carte, des endroits où ça passe, des endroits où ça passe pas, et on va chercher. Donc on le modélise, comme tu l'as dit, sous la forme d'un graphe. Donc un graphe, c'est des nœuds, des endroits où je peux être, et des arêtes, c'est les endroits où je peux aller à partir de cette position-là. Et de là, on va pouvoir itérer. Et donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Le premier mathématicien qui a proposé une solution, il s'appelle Dijkstra. Dijkstra, donc c'est facile. Les flashbacks d'université là. On fait un rond, donc on part de l'endroit où je suis, je vais explorer ceux qui sont autour, puis ceux qui sont autour de ceux qui sont autour. Et donc en fait, on va avoir une sorte de rond où je vais partir de l'endroit où je suis, je regarde tous les chemins possibles jusqu'à ce que mon rond, ting, il touche ma destination. Et là, je dis, j'ai trouvé un chemin qui va à ma destination. C'est bien, mais c'est long. C'est-à-dire que si je veux trouver le chemin qui m'emmène, disons, aller à Marseille, je vais aussi trouver le chemin qui m'emmène à Berlin, parce que les deux sont à 1000 km, donc j'aurais trouvé tous les chemins amenant dans toutes les villes allant de Paris à toutes les villes à moins de 1000 km. Il y a beaucoup de calculs pour rien, quoi. Si je voulais aller à Marseille, oui, effectivement. Donc il y en a qui vont permettre d'aller plus vite sans trouver forcément la meilleure solution mathématiquement, et il y en a qui vont garantir, qui vont avoir des garanties mathématiques tout en allant beaucoup plus vite. Donc là, ça va être, en gros, on va dire, on va progresser non plus en forme de rond, mais plutôt en forme d'ellipse, en disant, je sais que le chemin restant, il fait au moins la distance à vol d'oiseau.
Donc à un moment, si j'ai un chemin qui se rapproche, eh ben, il vaut mieux l'explorer que le chemin qui m'éloigne. Et du coup, là, au lieu de progresser en rond, on va progresser en forme d'ellipse dans la direction qu'on vise. Donc par exemple, ça c'est une des astuces qui permet d'aller plus vite. Et est-ce que tu penses que typiquement des Waze ou des trucs comme ça, ils nous donnent toujours le chemin le plus court ou alors ils optimisent plutôt la facilité de calcul? Donc il y a deux choses. Il y en a un, c'est le chemin le plus court en kilomètres. Ça, tout le monde sait le trouver, c'est pas très dur. Maintenant, il y a des algos qui permettent de garantir, oui, c'est sûr. Après, la deuxième difficulté, c'est que on va avoir parfois des boucles où en fonction de l'heure à laquelle je passe, j'aurai pas le même trafic. Et donc, j'aurai pas le même temps de parcours. Et donc, quand on commence à calculer en temps de parcours, alors si c'est en temps de parcours dans un trafic fluide, c'est facile puisqu'on a juste à convertir les kilomètres en temps avec la vitesse. Par contre, quand on est dans un trafic super dense, comme c'est le cas nous avec nos robots, là, les algos deviennent beaucoup plus rigolos, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus difficiles. Et du coup, là, par contre, on n'est pas sur du parfait là. Ouais. Là, chaque entreprise va avoir sa secret sauce pour réussir à trouver le meilleur chemin temporel, mais c'est trop compliqué. Voilà. Ah, ça n'a pas été théorisé, quoi. Si, ça a été théorisé, mais dans des choses qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel. Si vous voulez qu'on aille un peu plus dans la théorie, elle est rigolote. On fait un graphe qui est spatial, d'accord ? Et là, on s'est trouvé le plus court chemin. Si je veux rajouter le temporel, en fait, je vais rajouter des graphes. Je vais redupliquer ces graphes toutes les, par exemple, demi-secondes. Et je vais faire un parcours de graphes qui, au lieu d'être que spatial, va aussi être temporel, dans lequel je vais faire les mêmes algorithmes de calcul du plus court chemin, mais en prenant en compte cette dimension. Mais ça fait des graphes qui, du coup, sont très grands et qu'on n'arrive pas à résoudre en temps réel. En temps réel, sauf chez Exotech. on va le parcourir, mais on va pas avoir une garantie d'avoir trouvé le meilleur du meilleur, mais on va en trouver un très bon en temps réel. Ok, c'est hyper intéressant, vraiment. Et ça veut dire... Et ça se rapproche des théories, enfin, quand on utilise du machine learning, etc. Pareil, on n'a pas un optimum global du monde entier, on a une très bonne solution en temps réel. Et donc c'est probable que effectivement, si je continue mon parallèle, si moi je me mets une destination sur Waze et qu'il y a du trafic et des choses comme ça, c'est probable que ce soit trop que ça prenne trop de temps d'avoir la meilleure solution et qu'il ne la fasse pas. Voilà, et il en fait une bonne qui sort. Et, voilà. Et donc, ça a bien un rapport. Parce que je m'étais toujours demandé si il y a un lien. Alors, par contre, là, on a résolu le problème qui est un agent pathfinding. Ouais. Mais ça, c'est le problème facile. Ensuite, le problème le plus difficile, c'est qu'on n'a pas un agent qu'on veut amener à un endroit, c'est qu'on a N agents qu'on veut amener à N endroits, chacun ayant sa destination. Donc, ce problème s'appelle du multi-agent pathfinding. Et donc, là, pour le résoudre, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, on va accepter sur un agent de faire un détour pour ne pas encombrer, par exemple. Ah oui. Et ça, par exemple, donc Waze ne le fait pas, ça va être local. Et ça, ce problème-là, il est encore infiniment plus compliqué, infiniment plus drôle. Et donc, c'est ça qu'on va faire, c'est essayer de trouver des solutions au niveau de la flotte. Qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, c'était pas possible? Pourquoi c'est possible maintenant de faire ça? Je pense qu'il y a une combinaison de pas mal de choses. Il y avait effectivement le fait d'avoir déjà le besoin, donc le e-commerce qui augmente, la logistique qui structure, donc un besoin qui est fort. Et ensuite, je pense qu'effectivement, la robotique, ce qui est beau, c'est que c'est pas une techno. Il n'y a pas juste un moteur d'intelligence artificielle. Ça va vraiment être une pile de technologies qui vont devoir s'agencer. Et pour y arriver, il faut que chacune des briques soit suffisamment forte. À la fin, la robustesse, c'est le maillon le plus faible de l'ensemble du système. Donc, c'est des capacités et des prix sur du software embarqué, sur des capteurs embarqués. Donc, par exemple, ne serait-ce que des caméras embarquées. Il y a encore quelques années, les modèles étaient chers. Là, maintenant, ça commence à se démocratiser. Le processeur embarqué dans les robots, il fait la taille d'une carte bleue et il coûte de l'ordre de 50 €. Pareil, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plutôt gros comme ça et ça coûtait 500 €. Donc, c'est des combinaisons de hardware qui coûtent moins cher, c'est des combinaisons de software qui sont possibles. C'est toutes ces choses-là, on va dire, qui maintenant sont agençables par une entreprise de notre taille. Mais depuis pas tant de temps que ça, du coup, visiblement. Ouais. Et un exemple, notamment, c'est que parmi les géants de l'e-commerce, donc on mentionnait Amazon, mais il y en a peut-être d'autres, ils ne sont pas encore à ce niveau, en fait. Oui, mais je pense que dans les choses qui nous différencient, il y a ce côté, il y a vraiment des ruptures technologiques. Je pense le fleet management où on a vraiment apporté des choses, la robustesse de localisation des robots, on a apporté quelque chose. Et l'autre élément, ça va être, et ça c'est des choses moi que j'ai appris en travaillant dans le médical avant, ce qu'on appelle l'ingénierie système. Justement, c'est la science de combiner les sous-systèmes pour n'en faire qu'un à la fin. Donc vraiment. Et là, il y a besoin de c'est l'architecture, mais l'architecture qui va dépasser l'architecture software, donc l'architecture et du software et du hardware ensemble pour faire un système qui soit robuste et qui marche. Et par exemple, le côté 3D, donc le fait que là, tes robots, ils peuvent à la fois se déplacer au sol, mais monter tel Spider-Man, ça, c'est une innovation ou ça fait longtemps qu'on sait faire ça?
Non, ça pour le coup c'est une innovation. Donc là c'est vraiment réussir à faire la capacité mécanique des robots qui grimpent, on va dire très compliqué. En robotique c'est facile de faire compliqué. Ce qui est difficile c'est de réussir à trouver un moyen simple, un moyen pas cher, un moyen robuste pour être capable de faire la fonction. Et ça je pense ça a été la grande innovation. Donc la façon, même si je refais un peu l'histoire dont on s'est lancé, c'est qu'on a vu Amazon donc qui a racheté une boîte qui s'appelle Kiva, qui vient du MIT à Boston, qui fait des robots 2D, donc des sortes de tortues, où ils se sont dit plutôt qu'avoir des gens qui vont à l'étagère, on va faire une petite tortue qui va passer sous l'étagère, la soulever et vous la ramener. On a vu ça, on s'est dit d'un point de vue techno c'est trop bien. Deuxième chose, Amazon les rachète, ça montre qu'il y a un intérêt énorme, que ça apporte vraiment quelque chose pour le business. Ah oui, alors, je les avais déjà vus, ouais, je les avais vus ici. Et quand ils les ont rachetés, ils ont fermé le département commercial. Donc ils ont dit c'est pas une techno qu'on prend pour faire du business, c'est un techno qu'on prend pour faire de la différenciation. Et là on a dit c'est quand même vraiment fou. Donc qu'ils allaient le garder en interne. Ils allaient le garder pour nous. Donc là on s'est dit il faut qu'on arrive à se lancer là-dedans, on a un peu des compétences en robotique, il faut qu'on essaye. Et là, on s'est vraiment posé la question en disant, en tant qu'ingénieur, on veut pas copier, on veut faire mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux robots qu'on voit ? Ça se voit assez facilement. On voit qu'entre le haut de l'étagère à 2 mètres et le plafond, il y a bien 10 mètres de vide. On s'est dit, on aimerait remplir ces 10 mètres de vide. Alors Amazon, parfois, ils vont faire de la mezzanine béton, mais ça coûte super cher. Pour le coup, on revient sur des trucs structurants et pas flexibles. Donc on a dit, il faut qu'on arrive à faire des robots qui grimpent. Et donc là, c'est même plus le génie de mon cofondateur, Romain, qui est le mécano à la base, de vraiment trouver un système qui soit robuste, qui soit pas trop cher. Et voilà, et quand on l'a trouvé, on s'est dit, là, je pense qu'on a un concept. On essaye, on y va. Franchement, c'est la classe. Honnêtement, comme tu dis, des images valent 1000 mots. Ouais. Et moi, j'ai rien fait. Hein. Mais je trouve ça un peu classe quand même qu'on ait une boîte française qui est arrivé à ce résultat-là, alors que chez Amazon, ils sont toujours là en 2D, là. Je pense que maintenant, ils le savent, et je pense qu'ils sont sans doute en train de réfléchir à comment passer à l'étape suivante. Est-ce que toi, tu as programmé tu as programmé des robots? Est-ce que tu as participé vraiment au dev? Est-ce que tu le fais toujours maintenant? Donc, oui, bien sûr. Quand on lance une startup, il faut bien sûr mettre les mains dedans. Et donc, au départ, il y avait tout un côté de pas se tromper sur le besoin de marché, donc beaucoup de discussions, de comprendre le client. Et ensuite, une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a signé les premiers contrats, là, il faut s'y mettre. Donc en tant que CTO, j'ai eu à structurer l'équipe, mais effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à implémenter du code à l'intérieur du robot, du code dans le fameux Astar, du code ce qu'on appelle business, c'est-à-dire les règles métiers logistiques. Donc j'ai touché à pas mal d'endroits. Donc au début, le premier entrepôt qu'on a livré donc pour Cdiscount, je pense que dans l'équipe technique, on devait être 8, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, énormément les mains dans le cambouis. Et voilà, et maintenant on est... en prod. Et il est toujours en prod. Ah, c'est pas mal. Donc, franchement, c'est stylé. Ouais, non, il est toujours en prod. Ça fait combien de temps qu'il tourne? 2017. À l'été 2017, on l'a déployé. Ah, quand même. Ouais, donc on commence à avoir maintenant un vrai retour d'expérience. Les robots qui sont là-bas sont compatibles avec les autres systèmes. Les nouveaux robots qu'on fait, on peut les amener sur système. Donc on a vraiment ce côté toujours la promesse client d'avoir quelque chose de flexible qu'on puisse faire grandir. Elle est remplie. Peut-être quelque chose que je dois dire, on vend pas des robots. On vend toujours une solution complète. Donc on va pas nous acheter 3 robots, on va acheter un système de préparation de commande. Donc il y aura toute la stack software qui sera déployée. Et donc quand on déploie un entrepôt, c'est environ 50 types de software différents, dont certains, genre le software qui contrôle le robot, il est fois le nombre de robots. Mais il y a 50 types de software différents qui vont faire la stack générale pour faire tourner l'installation. Tu parlais du prix. Si tu fais le calcul et que tu fais on fait la division, ça, c'est combien du coup un robot en moyenne? Donc t'achètes pas un robot, t'achètes une installation. Donc si je fais sur une installation, une petite installation, ça va être de l'ordre du million d'euros. D'accord. Et une grosse installation, ça va être plusieurs dizaines de millions d'euros. Je sors mon porte-monnaie. Non, ok, c'est les ordres de grandeur. Et donc une petite installation, ce serait quoi? Ce serait une vingtaine de robots, ce serait plusieurs milliers de bacs. Et quelques postes de travail opérateurs qui vont permettre de faire tourner. Donc ça va être par exemple un drive ou des choses comme ça qui sont plutôt des petites installations, ça va être cet ordre de grandeur-là. À l'inverse, quand on fait des grands entrepôts pour typiquement ce qu'on appelle le retail, réapprovisionnement magasin, c'est beaucoup de volume, donc Uniqlo c'est un cas. Là ça va être des choses beaucoup plus grosses. 1 million, ça fait moins de 50 000 le robot en fait. Oui, c'est moins de 50 000 le robot parce qu'il y a... je sais pas, je trouve avec pas... tout le système qui est autour. Ouais, mais c'est pas si... Tu sais, dans l'industrie ou des trucs de robotique, ça va vite quoi. Moi, naïvement de l'extérieur, je me dis, ok, ces gens, ils ont trouvé des moyens de faire se déplacer des petits véhicules sur des routes qu'on connaît à l'avance à très très haute vitesse. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient pas se transposer sur des véhicules, des voitures, des trains, des choses comme ça? On a énormément de choses qui sont en commun avec les startups qui sont lancées sur les véhicules autonomes. Depuis les capteurs, le lidar, les algorithmes, la localisation, les détections d'anomalies par rapport au monde réel, c'est des choses qui ressemblent. Et donc on voit, il y a énormément d'entreprises qui se sont lancées, dont des entreprises aussi même en France, là sur des navets, des entreprises aux États-Unis. Je pense que
on est effectivement dans un contexte où c'est un petit peu plus facile. Alors à la fois c'est un peu plus facile, à la fois un véhicule il roule quelques heures par jour, nous ça roule 24 heures sur 24, donc il y a quand même besoin en termes de fiabilité d'être sur une vraie horloge, mais dans un monde où il y a de l'incertitude, mais moins que dans le monde réel. Et donc ça nous permet effectivement de robustifier, d'industrialiser des choses qui seront le futur, j'en suis certain, dans les rues un jour. Peut-être que bientôt il y aura plus de feux rouges et au croisement on va juste se croiser à 50 km/h. Ce sera super flippant. Exactement. Mais tout sera calculé. Et j'ai vu aussi, il y a un moment où il y a des robots qui font que aller, en fait, qui bougent en permanence juste pour savoir. Le vieillissement du robot en fait. Ça, c'est intéressant. Les clients les plus alertes, ils nous disent vous garantissez que vos produits durent au moins 10 ans, sauf que vous existez depuis moins de 10 ans. Comment est-ce que vous pouvez garantir ça? Et donc là, la réponse, c'est du test accéléré. Donc un robot, par exemple, je crois que c'est un 12e de son temps, il va grimper. Le reste, il va se déplacer, prendre des bacs, etc. Donc, si je le fais cycler en permanence sur les grimpés, il va s'user 12 fois plus vite que dans la réalité. Et donc, au bout d'un an, je sais ce qui va m'arriver sur 12 ans. Donc, ça, c'est super important. À la fin, un client, quand il nous confie sa logistique, il nous confie ses ventes, quoi. S'il n'y a pas de logistique, il peut plus vendre. Donc, ça doit être parfait. Et ça doit être parfait sur tous les aspects. Donc, on va se battre pour le faire au mieux, sur le software, sur le hardware, sur nos opérations. Et voilà. Et on a encore plein de choses à construire sur les deux aspects, d'ailleurs. Et sur la partie robustesse et sur la partie innovation. Sur la partie innovation, ça peut faire partie. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en disant mais votre tech, elle existe. Pourquoi il y a encore tant de gens que vous embauchez en R&D? C'est vrai ça. Il y a un peu deux dimensions. Il y a une dimension où, ce qu'on disait, on peut améliorer à l'infini ces systèmes-là. On peut améliorer les algos. On peut avoir des robots qui vont plus vite. On peut consommer moins d'énergie, etc. Je peux prendre sur le côté un petit peu empreinte écologique, il y a les batteries par exemple. Donc on a des batteries. Au début d'Exotech, nos batteries, elles duraient 3 ans. Alors en tournant 24-24, donc c'est déjà bien intensif. Mais au bout de 3 ans, il fallait les changer. On a réussi à faire une deuxième génération, on est à 5 ans. Là, on travaille sur une future génération, on espère arriver à 10 ans. Donc voilà, il y a plein d'axes d'amélioration. Et le deuxième, ça va être étendre la gamme produit. Donc l'entrepôt, c'est un terrain de jeu qui est chouette. Là, pour l'instant, on a fait, je dirais, un peu le moteur de l'entrepôt. C'est comment je rassemble les articles. Après, de la porte d'entrée où il y a un camion qui arrive jusqu'au moteur et du moteur jusqu'au camion qui va expédier, il y a encore plein de trucs qu'on peut faire. Et donc là, sans pouvoir tout révéler, on a encore des éléments qu'on va étendre. Dans les cartons. Très intéressant. Pour ceux qui ont été passionnés comme nous, j'imagine, de toute cette merveille que vous êtes en train de concevoir et qui voudraient y participer. Comment, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que vous recrutez? Quel genre de poste? Donc on recrute et à nouveau sur la robotique il y a plein de métiers différents. Là je pense que ça vaut le coup de parler plus des métiers software, mais donc déjà en software la R&D elle est faite en France sur 2 sites à Lille et à Lyon. Les stacks vont être super différentes, allant à nouveau du C embarqué bas niveau, du C++, des maths appliquées, du machine learning, de la vision, du Java sur du software business et du web. Et donc ensuite la façon on est par exemple sur Welcome to the Jungle ou bien évidemment on a une page carrière où c'est un petit peu décrit ce qu'on fait, où il y a plein d'offres qui sont je sais pas combien on a d'offres en R&D ouvertes, mais au moins une 50aine. Okay, donc on doit pouvoir trouver son bonheur. Et après, ceux qui sont passionnés, on a régulièrement aussi des gens juste qui arrivent avec une candidature libre en disant moi j'adore ça, je sais faire ça, comment ça résonne chez vous? Et à propos de boîtes françaises qui font rêver, on avait parlé il y a peu de temps de Mistral, le nouveau géant français de l'IA. Si vous voulez comprendre en quoi cette boîte est révolutionnaire et pourquoi tout le monde ne fait que parler de leur levée de fonds à 2 milliards, eh ben allez voir cette vidéo, on vous explique tout.